Depuis nos tout débuts à GoPirate, on vous parle d'entreprises progressistes. On vous a parlé de nos 9 tendances puis de leur échelle. On vous a montré qu'est-ce qui était possible, puis la plupart d'entre vous autres, vous nous avez dit que dans un contexte québécois, c'était tellement idéaliste que c'était pas possible. Ben aujourd'hui, on rencontre Jean-Roch Fournier, co-actionnaire de la compagnie Lumca, qui, eux, l'ont fait. Il vient nous parler ce soir de son entreprise et de comment elle s'est libérée. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, vos deux pirates barbus, prennent un verre avec un entrepreneur qui a appris comment ça gère une vraie business et qui a décidé de faire autre chose. Ensemble, ils vont tenter de donner à d'autres entrepreneurs la confiance pour se lancer avec succès dans l'entrepreneuriat radicalement progressiste. Voici son histoire. Première partie. Hey, depuis maintenant, au-dessus d'un an, là, on donne des exemples, on sort des belles théories, on parle d'entreprises d'un peu partout dans le monde. On a parlé de quelques entreprises québécoises qui ont réussi à faire les choses différemment puis à devenir beaucoup plus progressistes que la plupart, essentiellement. Ouais. Mais aujourd'hui, on parle avec quelqu'un qui a été une coupe de coche plus loin. Oui, Maurice. On parle aujourd'hui avec Jean-Roch Fournier de chez Lumca. Salut Jean-Roch, comment ça va? Ça va très, très bien, les pirates. Bienvenue chez les Pirates. Écoute, nous, on boit ce soir et à la santé d'entreprises comme la tienne. Moi, je suis sur le rhum. Et toi? Le gin. Un bon gin québécois, en fait. Jean-Roch, je vais te dire tout de suite d'emblée, là, j'en ai entendu parler des entreprises progressistes, spécialement les entreprises qu'on dit libérées, hein, depuis 2016, en fait. Un petit peu avant de te rencontrer, Maurice, j'avais été à la même place où on s'est rencontrés, voir une conférence là-dessus. Et je trouvais ça génial, mais quand même flou parce que ce qu'on a reçu, hein, c'était un modèle. Hein, une compagnie qui a fait ça dans les années 80, Favi. Hein, il y en a qui en ont entendu parler. Puis, et je me suis rendu compte que il y a différentes manières de se libérer. Hein. Puis, je trouvais ça quand même intangible parce que j'avais réussi à parler à quelqu'un qui l'avait vraiment fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc, Jean-Roch, j'aimerais ça savoir ce que tu penses, toi, du terme entreprise libérée. Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'il y en a qui m'ont demandé, ça veut-tu dire que les autres entreprises sont prisonnières? D'abord, l'entreprise libérée, le terme, c'est un terme que nous, à l'interne, on a changé pour une entreprise autogérée parce que le mot libéré, les gens s'approprient du mot libéré. En tout cas, chez nous, c'est l'expérience qu'on a vécue. Ils se sont appropriés du mot libéré un petit peu peut-être de la mauvaise manière au départ. Fait que ça a créé un certain flou artistique, un genre de chaos au début où est-ce que les gens pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient. Il n'y avait pas de structure, mais c'est l'inverse, en fait, dans une entreprise autogérée. Il y a même peut-être plus de structure. Donc, on a découvert ça, nous autres, au fur et à mesure, parce qu'il n'y a pas de recette. Donc, nous, on s'est simplement réinventé là-dedans. On n'avait pas de recette, il n'y a pas de livre qui explique comment faire. Il y a des livres qui expliquent, comme Reinventing Organization, qui expliquent un peu le concept, mais il n'y a pas vraiment de recette. Chaque entreprise découvre par lui-même, par elle-même, en fait, comment qu'elle se libère. Puis, il y a peut-être des concepts de base, mais à partir des concepts, on a à le vivre, on a à se réinventer au fur et à mesure qu'on découvre des choses là, dans l'expérience. Parfait. Avant d'aller trop loin là-dedans, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de Lumca. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Puis, d'où c'est venu ce besoin de se libérer, je vais mettre en guillemets, hein, de s'autogérer? Et parle-nous de toi aussi. Hein? Oui. D'où est-ce que toi tu viens? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là? Oui. Moi, je suis comptable agréé de formation. J'ai plus le titre de comptable agréé parce que depuis un an, j'ai pris la décision de ne pas renouveler, dans le fond, ce titre-là là, par pur. En fait, c'est par dépouillement. Là, j'essaie de me dépouiller de différentes choses, dont mon titre professionnel. Donc, comptable agréé de formation, par la suite, je suis devenu en fait CFO dans différentes compagnies, autant manufacturières que dans le monde de l'informatique, du software. Donc, j'ai touché à toutes sortes de domaines. J'ai touché à des entreprises privées, des entreprises cotées en bourse. Donc, ça a été mon expérience. Donc, une expérience, je dirais, j'ai été formaté là, d'une façon
d'une façon traditionnelle, là, en fonction de ce qu'on apprend à l'école en ce moment. Puis, en fait, à l'époque, je devrais dire, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui se passe dans les universités, mais j'ai eu une formation très, très traditionnelle avec aussi une formation professionnelle qui a suivi, qui a comme renforcé ce que j'avais appris à l'université. Donc, il y a 9 ans, j'ai pris la décision d'acheter l'UMQA. L'UMQA a été fondée il y a 31 ans par Yves Deschamps, qui, en fait, l'UMQA est une entreprise qui fait la conception et la fabrication de luminaires de rue décoratifs. Donc, on est vraiment niché dans le décoratif. Il n'y a pas juste du décoratif, il y a du fonctionnel dans le marché, mais on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans le décoratif. Donc, tout ce qui est luminaire pour les secteurs résidentiels, les projets, par exemple, l'espace 400e à Québec, c'est nous qui est là. Donc, c'est vraiment dans ce type d'industrie-là qu'on est. On est une soixantaine d'employés aujourd'hui. Quand on a acheté, il y avait 28 employés, donc on a à peu près doublé le nombre d'employés. On dessert le marché de l'Amérique du Nord. Donc, on a une force de vente là, on fonctionne par agent là, qui est vraiment là. On vend en fait en Floride, en Californie, dans l'Ouest canadien. On vend un peu partout dans à peu près tous les États américains. Donc, il y a 9 ans, on décide d'acheter cette compagnie-là. Je suis co-actionnaire, donc j'ai Denis Dion et mon partner là-dedans. À ce moment-là, c'est une entreprise qui est assez stable. Par la suite, nous, on a travaillé en fait pour amener une certaine croissance à cette organisation-là. Fait qu'on a triplé le chiffre d'affaires, on a doublé le nombre d'employés. Et il y a 3 ans, en fait, le 1er février 2018, on a décidé de transformer l'organisation, de transformer la culture organisationnelle, en fait, de transformer le mode managérial de cette compagnie-là. Mais ça allait bien pour vous autres. Ça allait très bien. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Oui, c'est la question. En fait, ça a commencé par une transformation personnelle. Moi, il y a peut-être 5-6 ans à peu près, j'ai commencé une transformation personnelle. Suite à disons, je dirais une épreuve personnelle. Mais j'étais déjà, avant ça, une couple d'années avant, j'étais déjà là, dans des questionnements. J'avais comme atteint à peu près tous les objectifs de ma vie. Et je pense que quand on atteint à peu près tous les objectifs de notre vie, on tombe dans un mode, what's next? Qu'est-ce qu'il y a après ça? Certains vont appeler ça une quête de sens, parce que là, il n'y a plus d'objectifs, il n'y a plus de... Fait que là, on fait quoi après? T'sais? Fait que je suis tombé là-dedans. Ça m'a amené à commencer une transformation personnelle, sans m'en rendre compte, en fait. Je me suis inscrit aussi à la Maison des leaders, qui est en fait, le slogan de la Maison des leaders, c'est meilleur humain, meilleur leader. Donc, si on devient un meilleur humain, on devient un meilleur leader. Ça m'a beaucoup, beaucoup accroché. Parce que je voulais aussi pas juste faire ce qu'on appelle la croissance personnelle d'un point de vue personnel, mais je voulais aussi qu'il y ait un lien avec la business. Fait que ça m'a attiré. Fait que j'ai commencé cette transformation personnelle-là, puis jusqu'à un moment où est-ce que j'ai senti une incohérence. Une incohérence, ça ne marchait plus. Je trouvais que la façon dont on gérait l'entreprise, c'était pas la façon que moi j'aurais aimé la gérer. Mais en même temps, j'étais confronté à ce que j'avais été formaté. Donc, j'étais comme un peu. Puis, ce que je réalisais, c'est que dans ma carrière, j'ai eu beaucoup d'élan. À plusieurs reprises, j'ai eu des élans de faire des choses d'une autre façon. Puis, je me freinais pour pas le faire parce que j'ai été formaté d'une autre façon. Fait que pour moi, à chaque fois que j'arrivais pour faire quelque chose, je me disais, non, je ne peux pas faire ça comme ça n'a pas de sens. T'sais. Puis là, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui vont se reconnaître. Hein? Beaucoup qui nous en ont parlé avec à peu près les mêmes mots que toi. Oui. Oh, oui. C'est vraiment... Et là, dans ma transformation... Puis je pense que qu'est-ce qui a vraiment fait qui a été, je dirais, ce qui a déclenché, en fait, là, ce qui a fait que c'est que je vivais une incohérence profonde causée par ma transformation, causée parce que j'étais déjà dès le départ. Puis on dirait que dans ma transformation, j'ai comme fait,
il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, mes employés sont là avant? Moi, je ne suis pas un lefto. Naturellement, là, j'arrive, moi, vers 9h30, 10h à l'usine. Mais moi, j'ai du monde chez nous qui arrive chez nous à 6h le matin, 5h le matin. J'arrivais dans le stationnement, je me disais, comment ça qu'il y a des gens qui viennent chez nous, qui gagnent 15, 16, 17, 18, 20 piastres de l'heure, qui arrivent avant moi. Qu'est-ce qui fait que moi, je me donne cette liberté-là de rentrer à 10 heures? Je sais que quand je fais ça, ça n'a pas d'impact pour le client, ça n'a pas d'impact sur la compagnie parce que moi, je ne travaille pas le matin, mais je travaille le soir. Puis même des fois, je vais travailler jusqu'à minuit, je vais travailler jusqu'à 2 heures du matin. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je me donne cette liberté-là, puis eux, ils ne l'ont pas? Puis ça, ça faisait partie de mes questionnements. Il y avait beaucoup d'autres questionnements que je me posais, mais c'était un exemple. Et jusqu'à temps que je tombe sur le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, qui pour moi, quand j'ai lu ça, ça a fait OK, ça existe, on a le droit. On peut gérer de cette façon-là. Les élans que j'ai eus dans le passé, ben, j'ai le droit de les avoir, puis j'ai le droit de les concrétiser. Puis ça, pour moi, ça a été vraiment révélateur. Après ça, ce qu'on a fait, c'est que ce que j'ai fait, en fait, c'est que là, il fallait que je convainque mon partner. Donc là, je me demandais s'il allait, c'est pas évident, c'est complètement une autre façon. En fait, c'est qu'il faut apprendre à lâcher prise, il faut apprendre à arrêter d'avoir du contrôle sur son organisation. Puis, on est en pleine croissance, la compagnie prend de la valeur, mon partenaire n'a pas le même âge que moi, il est plus vieux que moi, c'est de son fonds de pension qu'on est en train de parler. Est-ce qu'il va prendre ce risque-là au moment de sa vie ou est-ce qu'il en est là? Fait que finalement, je propose dans le temps des fêtes de lire le livre. Et il est revenu après le temps des fêtes, puis malheureusement, il me redonne le livre et je n'ai pas eu le temps de le lire. Fait que là, j'ai comme manqué la fenêtre. Mais quelques mois plus tard, j'ai redonné le livre, un long week-end. Je pense que c'était le long week-end de Pâques. Puis j'ai demandé de lire le livre. Puis le dimanche, j'ai reçu un texto de sa part pour me dire quand est-ce qu'on commence. Fait que ça a fait OK, c'est cool. Là, c'est. Ouais. En temps normal, naturellement, j'aurais le livre à vous montrer, mais ça donne que je l'ai prêté, puis il n'est pas revenu. Fait qu'Olivier, si tu peux m'ajouter une image du livre ici. Puis, si ça donne que vous avez un patron ou un collègue ou qui pourrait être intéressé, puis vous savez qu'il ne lira pas le livre, il existe une version illustrée. Ça se lit en une soirée, la base est là, puis après ça, ils vont vouloir lire le reste du livre. Exact. Puis peut-être aussi la chose à faire en attendant d'acheter le livre, c'est d'aller voir sur YouTube, puis simplement écrire Reinventing Organization, Frédéric Laloux. Puis il y a une conférence que Frédéric donne, ça dure à peu près 1h30. Donc, soyez-vous comme si c'était un film, là, puis regardez ça. Puis il explique en gros, là, c'est quasiment, je dirais que c'est un teaser pour lire le livre. Ça donne un peu les grands principes de ce que lui a découvert. Parce que dans le fond, Frédéric, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une étude de 12 entreprises, et 12 entreprises qui gèrent complètement différemment, puis il arrive à des conclusions. Fait que la vidéo peut être très intéressante. On va mettre le lien dans la description du podcast. Et donc, à partir de ce moment-là, quand mon partenaire me dit quand est-ce qu'on commence, là, pour moi, c'est une libération. C'est que, OK, là, c'est quoi la prochaine étape? Comment qu'on implante ça? Qu'est-ce qu'on fait? Puis, à partir de là, j'ai commencé à faire. J'ai fait circuler le livre tranquillement dans l'organisation. Ça a pris peut-être 6 mois. Là, pendant 6 mois de temps, là, puis il n'y avait rien de planifié. C'était très organique, très, très, très intuitif. Mettons, par exemple, ma directrice du service à la clientèle, j'ai dit, on a eu une discussion à un moment donné, puis ça tombait sur ce genre de sujet-là. J'ai demandé, je dis, prends ce livre-là, lis-le, puis finalement, elle a lu le livre, puis dans le week-end, elle m'a écrit un texto à un moment donné où est-ce qu'elle me dit à chaque 2 pages, j'ai une larme qui me verse. Fait que là, c'est fait OK, c'est cool. C'est important ce que tu dis là parce que ça montre à quel point tu avais internalisé aussi ce qui est dans ce livre-là. C'est-à-dire, tu n'es pas arrivé avec tes sabots, tiens, on fait ça. Tu as essayé de polliniser la place. Hein? Par faire, c'est créer un engagement parce qu'à partir du moment où les gens commencent à y voir quelque chose dont ils ont envie,
ben, c'est là que la transformation devient possible. Ça, c'est une leçon à tirer pour tous ceux qui veulent faire une transformation de quelque type que ce soit. Si vous arrivez puis vous l'imposez, vous allez rencontrer de la résistance. Si vous gagnez les gens, puis c'est ça qu'ils veulent, à ce moment-là, votre transformation, elle va pouvoir se faire. Oui, tout à fait. Puis il y a la courbe, comment on l'appelle, la courbe, là, c'est une genre de cloche, là. C'est la courbe de. La courbe de moyenne, là. Oui, mais c'est la courbe Distribution de. normale, ça? Comment? Distribution normale. Oui, mais tu sais, quand on veut, mettons, pousser un produit dans le marché, là, il y a les early adopters, puis donc, il y a une théorie qui dit là, que c'est le début de la courbe, là, c'est à peu près 15-16 des gens, là, s'ils adhèrent à quelque chose, le changement va se faire. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que ce que moi, puis je n'étais pas au courant de cette théorie-là, mais parce qu'en parallèle, j'étais dans une cohorte d'entrepreneurs qui exploraient la possibilité de transformer l'organisation en entreprise libérée ou en entreprise autogérée. Et dans cette cohorte-là, j'étais la personne la plus, en fait, de leur perception, j'étais la personne la plus résistante ou réticente, en fait, à faire ce changement-là. J'étais pas là. Je suis quelqu'un, moi, qui j'étais pas du tout réticent. J'étais convaincu, mais avant de me lancer, il y avait des choses qu'il fallait que j'explore. Par exemple, la notion de performance versus ce type d'entreprise-là. Parce que c'est comme si le mot performance est démonisé aussi, là. Fait que, tu sais, là, j'essayais de comprendre si tu un démon, la performance, ça ne l'est-tu pas? Il y a des concepts comme ça, je ne comprenais pas. Il y a des concepts, par exemple, comme ouais, mais moi, là, c'est quand même la valeur de mon entreprise. Là, fait que ma relation avec l'argent aussi, là, il fallait que je travaille là-dessus parce qu'il y a un lâcher-prise à travailler. Puis c'est-tu mauvais de vouloir garder sa valeur d'entreprise? C'est-tu mauvais aussi de la faire croître, cette valeur d'entreprise-là? Fait qu'il y avait des choses comme ça qu'il fallait que je comprenne, que je discute. Puis finalement, j'ai réussi à me trouver des réponses là-dedans. Puis quand j'ai trouvé ces réponses-là, je suis devenu pas plus, mais j'étais déjà convaincu, mais là, je suis devenu hyper convaincu. Puis en parallèle, il y a beaucoup de choses en parallèle qui se passent, là. En parallèle, il y a une autre affaire qui se passe, c'est que j'ai mon directeur de recherche et développement qui démissionne. Fait que tout ce que je raconte là, ça se passe peut-être sur une période de 6 à 8 mois à peu près, là. Okay. Et là, parce que là, c'est ça, je suis parti du temps des fêtes la première fois que mon partenaire veut lire, il ne lit pas. Après ça, j'arrive à Pâques. Mais la vraie implantation a commencé le 1er février qui a suivi, là. Fait qu'il y a un genre de 8-9 mois entre Pâques et le 1er février, même presque 10 mois. Et pendant tout ce temps-là, moi, je continue à explorer, puis je cherche aussi comment je vais l'implanter. Puis juste avant le temps des fêtes qui suit, là, donc quelques mois avant le début de l'implantation, là, de la transformation, ce n'est pas vraiment une implantation, c'est plus une transformation, mon directeur d'R&D donne sa démission. Et là, je vais à l'encontre de ce que j'ai été formaté, je vais à l'encontre de mes principes. C'est que normalement, moi, j'ai été formé que quand quelqu'un donne ta démission, tu l'acceptes. Tu sais. Mais là, je l'ai refusé, sa démission. Et on est allé manger au restaurant ensemble, on a pris quelques verres. Puis, et là, pendant la discussion avec lui, là, j'ai compris c'était quoi sa souffrance finalement, puis la raison pour laquelle il a décidé de quitter. Et là, j'ai compris que là, j'ai compris que c'était l'opportunité ou le moment où, en fait, c'était le prétexte, ou je ne sais pas comment l'appeler, mais pour qu'on commence la transformation. Fait que ce que je n'ai pas posé, j'ai dit, écoute, si je te dis que tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Puis là, j'ai parlé du concept de l'entreprise libérée. Puis j'ai dit, écoute, j'ai présenté ça comme tu vas être le projet pilote dans l'organisation. Et là, il a accepté finalement, fait qu'il n'a pas démissionné. Puis donc, ça a commencé comme ça. Mais entre l'avant-fête et le 1er février, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce temps-là, moi, mes autres
directeurs ou d'autres personnes dans l'organisation lisaient le livre. Et là, ils me disaient, hey, quand est-ce qu'on commence? Puis là, il y avait de plus en plus d'adhérence. Puis là, je dis, ben, on va commencer avec la R&D, ça va être un projet pilote. Là, j'explique un peu. Ouais, mais nous autres, ça, on va être dans le projet pilote. Et finalement, petit à petit, il y avait les départements, mettons, le département des ventes s'ajoutait. Chaque département s'ajoutait pour arriver au 1er février 2018, où est-ce que là, on convoque tous nos collaborateurs, tous nos employés dans une salle de cinéma. Et puis la seule contrainte que j'avais donnée à mon directeur d'R&D à l'époque, c'est, je disais, tu as carte blanche. La seule chose, c'est que en fait, il va falloir qu'on se fasse accompagner là-dedans. Fait qu'il va y avoir quelqu'un d'externe qui va nous accompagner parce que moi, je ne connais pas ça, toi, tu ne connais pas ça, c'est nouveau, puis on va se faire un peu cadrer là-dedans. Et il a accepté. Fait que le 1er février 2018, salle de cinéma, nos employés sont là, le consultant qui nous accompagne est là, et moi puis Denis, mon partenaire, on annonce c'est notre dernière décision imposée. Et donc, cette dernière décision-là imposée, c'est qu'on va transformer, on va changer notre mode de gestion dans l'organisation. Puis, quoi de réaction? Ben là, c'est sûr que il y avait déjà une certaine proportion, mettons, 20% de l'organisation qui était au courant. Fait que, puis moi, j'avais senti qu'il y avait une adhérence. Quand j'ai fait la convocation, j'ai marqué entreprise libérée, plusieurs sont allés lire là-dessus. Fait que ça a été peut-être une semaine ou deux avant. Fait que là, j'ai eu des discussions avec eux autres. Tous les bureaux, tous les départements de bureaux, en fait, les ventes, la R&D, l'ingénierie, l'administration, les appros, tout le monde, en fait, faisait partie du projet pilote. Ce n'était pas seulement la R&D. Il y avait juste la production qui n'était pas dans le projet pilote. Et pendant qu'on présentait, dans le fond, c'est quoi une entreprise libérée, pourquoi on fait cette transformation-là, la production, il y a quelqu'un de la production qui s'est levé. En fait, c'est le fondateur qui était à l'époque le vice-président production, opération. Il s'est levé et il a dit ben, pourquoi la production n'embarquerait pas dans ce projet-là? Fait que moi, sur le coup, on a dit ben, pourquoi pas? Puis finalement, ben, c'était plus un projet pilote, là, c'est toute l'entreprise fait la transformation. Donc, ça s'est décidé comme ça s'est fait comme ça s'est fait, comme je dis, ça s'est fait probablement sur une période avant le 1er février, là, on parle là, de facilement là, un an et demi, là, entre le moment que je lis le livre puis qu'on annonce aux employés le début de la transformation, là, il se passe 2 ans à peu près. Okay. Fait que ce qu'il faut qu'on retienne de ça, c'est que ça demande une certaine préparation, laisser l'idée mariner un peu. Puis pour ceux qui nous écoutent, puis qui se disent ben, peut-être que faire un projet pilote à grandeur de la compagnie, c'était un petit peu radical. Ben, peut-être. Ça dépend de quel est votre contexte à vous. N'hésitez pas à faire un vrai projet pilote, puis à attendre que ce projet pilote-là, mettez-le aussi visible que possible, puis attendez qu'il commence à avoir des résultats intéressants, puis là, les autres gens vont vouloir commencer à y adhérer aussi. Suivez la voie de moindre résistance. Quand les gens se mettent volontaires pour participer à ça, c'est le temps d'y aller. Y a-t-il quelque chose de plus beau qu'une équipe qui dit « on va être performant de même, nous aussi ». Mon directeur d'R&D, qui n'est plus directeur, parce que je vais expliquer pourquoi, là, mais aujourd'hui, il me dit si on avait fait un projet pilote, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'il y aurait eu un déphasement entre la R&D et le reste de l'organisation ou entre les bureaux et la production. Selon lui, ça n'aurait pas fonctionné. Je ne suis pas en train de dire que ça ne fonctionnerait pas. Moi, je n'ai pas vraiment réfléchi à ça. Est-ce que si on l'avait fait à tous les bureaux, pas la production, ça aurait fonctionné? Je pense que oui. Mais de prendre juste un département, c'est peut-être plus touché parce qu'il y a trop d'interactions entre les départements. Mais ça pourrait fonctionner. Il y a une réflexion à faire là-dessus, effectivement. L'idée avec les projets pilotes, c'est que tu vas pas avec un département complet, tu vas avec des plus petits groupes au sein de ces départements-là. Puis s'il faut, tu peux faire ton projet pilote au travers de plusieurs départements, mais juste avec certains groupes, que là, il faut que tu isoles un petit peu, volontairement, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'il y a plusieurs techniques là, pour faire des projets pilotes comme ça. Fait qu'il y a des options, c'est ça qu'il faut retenir.
Ouais. Exact. Exact. Puis je pense que ce que j'ai dans la cohorte que j'étais, il y a une entreprise qui était, moi, je pense, peut-être trop prudente dans la façon de faire les choses, prenait du temps pour mettre en place certains concepts, certains principes. Puis ce que j'ai entendu, c'est que finalement, la transformation n'a pas eu lieu. Fait que moi, j'ai opté, puis je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire, là. Moi, c'est simplement un témoignage, là. Mais ce qu'on a opté, nous, c'est vraiment de se lancer dans le vide, là. On saute en bas du parachute, puis on construit le parachute quasiment, là. Fait que, mais en même temps, euh, j'avais fait une coupe de tests avant, là. Quand on lâche prise puis on laisse les choses se faire de façon organique, là, les choses se font, là. Mm-hmm. Et les choses se font. Il faut juste être capable de les orchestrer, puis c'est souvent ça qui va faire peur aux gens qui sont habitués avec un modèle qui est très, très, très prédictif. Donc, il faut que tout soit prêt, tout soit calculé, que tout marche au quart de tour, mais la vie, c'est pas comme ça. Une organisation, c'est organique, c'est vivant. Donc, laissez-les aller, puis après ça, courez pour essayer de les garder dans à peu près la bonne direction. Puis là, à peu près est important parce que dès qu'ils vont s'étaler un petit peu en dehors des directions, est-ce que là, vous allez voir, est-ce que c'était la bonne? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des options plus intéressantes à essayer? Donc, donnez-vous ce lousse-là. Puis la peur, c'est toujours bon. Tout à fait. Tout à fait. Puis de toute façon, on réalise, tu sais, moi, je fais toujours le parallèle avec le corps humain. Hein. On a des cellules dans le corps, puis ils n'ont pas de chef, là. Il n'y a pas un chef de cellule qui dit à une cellule, il y a une bactérie qui rentre, puis il pointe des cellules pour dire toi, ben là, tu attaques la bactérie. Là. Ça se passe, il n'y a pas de chef. C'est très organique. Quand il y a une bactérie qui rentre dans un corps, les cellules savent quoi faire, ils le font, puis ils réagissent immédiatement. Mais moi, mes soudeurs, ils savent souder, puis ils savent quand est-ce qu'il faut qu'ils fassent de la soudure. Mes gars de mécanique, ils savent faire de la mécanique, ils font leur mécanique. Puis les gens savent ce qu'ils ont à faire, puis de façon très organique, les choses se font. Il y a des gens, en fait, j'étais là avant, là, mais j'ai fait l'expérience de quand on sort de l'entreprise puis qu'on devient plus effacé, plus, en fait, même à la limite, si on pouvait faire l'expérience de quitter pendant 1 an ou 2 l'organisation dans 1 an ou 2 va exister. Elle va continuer à rouler. Les choses vont se faire de façon très organique. Fait que les choses se font, là. Nous, on fabrique des lampadaires, là. Fait que les gens aux appros savent quoi faire pour acheter le stock. Mais je n'ai pas à leur dire quoi faire, ils le font, là. Fait que quand on comprend ça, puis qu'ils sont même meilleurs que nos gestionnaires, parce que moi, c'est le test que j'avais fait avant. J'avais fait vraiment un test, là. J'avais un contremaître, un directeur d'usine, puis un vice-président de production. Pour quand même petite compagnie, il y avait une méchante structure. Puis, les trois me disaient, Jean-Roch, on n'arrivera pas en fin d'année à produire ce qu'on a à produire. Fait qu'il faut annoncer aux clients des retards de production, puis etc. Fait que j'ai dit, ah oui, je sais pourquoi. Ils me disent, il manque tant d'heures, il manque un certain nombre d'heures. Là, je ne me souviens pas c'était quoi le nombre d'heures de production. On n'a pas cette capacité-là, puis il faut embaucher, puis blablabla, puis bon, OK. Fait que moi, j'avais fait un calcul. J'avais pris le manque à gagner des heures, je l'avais réparti sur le nombre d'employés de production. Il fallait que, puis là, on est au mois d'octobre, là, puis notre fin d'année, c'est décembre. Fait qu'on a à peu près 6 à 7 semaines devant nous autres pour réagir. Fait que là, je fais les calculs. Il faut que tout le monde travaille 10 heures supplémentaires par semaine pour y arriver. Tout le monde. Tout le monde de la prod, sans exception. Puis dans une organisation, là, il y a des gens qui sont contre les heures sup, ils ne veulent pas en faire, puis etc. Fait que là, moi, ce que j'ai dit, je dis, laissez-moi aller, je vais faire un meeting avec le monde. Fait que là, on regroupe dans le fond les gens de la production. Puis là, je leur dis, écoutez, on a un défi devant nous autres. Voici le défi, j'explique la problématique. On me dit que c'est impossible. J'ai 2 choix. Soit que je vous impose, puis je me suis informé aux normes du travail. Là, puis à l'époque, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que j'avais le droit de faire ça. Soit que je vous impose de travailler 10 heures par semaine, puis vous n'avez pas le choix, puis tout le monde le fait, puis on sort, parce qu'il n'est pas question qu'on livre en retard à nos clients. Nos clients attendent ce stock-là avant Noël, ben il faut livrer. Donc, soit que je vous impose ça, ou soit que je vous laisse gérer la situation, vous trouvez des solutions, je vous donne toute l'information que vous avez besoin pour prendre vos propres décisions, puis
je vous enlève le contremaître, le directeur d'usine, le VP production. C'est entre vous autres que vous faites ça. Là, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Fait que là, la gang, ils se sont tous à regarder et ils ont dit, on va s'en occuper. Parfait. Fait que là, j'ai demandé au contremaître, au directeur d'usine de donner toute l'information de tous les jobs, de tout ce qu'on avait à faire, le nombre d'heures que ça prend à produire, etc. Puis à l'époque, je pense que le vendredi, c'est un 23 décembre. Je leur avais même dit, l'autre défi que je vous lance, c'est qu'on ferme entre Noël et Jour de l'An. Donc, vous perdez une semaine de production, puis je pense que tout le monde va mériter de partir en vacances. Moi, je n'ai pas le goût de partir faire du ski pendant que vous autres, vous travaillez encore pour sortir du stock. Fait que là, j'ai dit, tout le monde part en vacances à Noël, ça c'est l'autre défi. Mais le 20 décembre, 3 jours avant, ça passait le balai dans l'usine. Tout était expédié. Puis mon contremaître, mon directeur d'usine sont venus me voir à l'époque, puis ils m'ont dit, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Jacques, j'ai une petite larme ici, là. C'était une magnifique histoire. Oh oui. J'ai aimé tellement entendre ça quand j'étais un employé. C'est magnifique parce que c'est là que j'ai. Pour moi, ça, par exemple, c'était pas juste intuitif. Là, ça a été voulu de ma part. Je dis là, je vais faire un test. Je vais faire un test sur c'est quoi l'organicité, c'est quoi faire confiance aux gens, c'est quoi si j'enlève la couche de gestion, puis je leur dis, regardez, là, voici le défi, puis je vous donne tous les outils pour que vous y arriviez. Ouais. Ils ont trouvé les solutions, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, mais là, ce qui était drôle, c'est le contremaître. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis, fait que là, je lui ai dit, écoute, après les fêtes, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Fait que, quand je suis revenu, j'ai expliqué ce concept-là, tu sais, que quand on arrête de planifier puis qu'on s'organise, on donne les outils aux gens pour qu'ils fassent ce qu'il y a à faire, bien, ils le font. Ils trouvent les moyens d'y arriver. Les gens trouvent une façon d'être plus productif, ils s'entraident, ils collaborent plus, etc. Puis ben, le résultat, c'est que le 20 décembre, passer le balai dans l'usine. Voilà, ton problème, il s'est réglé par l'intelligence collective de ceux qui font le travail et non pas soit quelqu'un qui a pris des décisions ou l'intelligence collective de ceux qui réfléchissent et qui planifient à l'avance. Il y a une grosse différence entre les deux. À chaque fois qu'on parle à tout le monde que la majeure partie de votre couche de gestion, OK, c'est pas un overhead qui est un mal nécessaire, c'est un overhead qui est juste une dépense. Okay? Ça prend des gestionnaires, mais ça prend des gestionnaires qui vont faciliter le travail puis laisser aux gens qui sont des experts dans leur domaine à régler leurs propres problèmes. C'est là, pour les gestionnaires qui écoutent en ce moment, ils vont trouver ça peut-être difficile là, à entendre. Là. Ils ont l'habitude de nous entendre. Ouais, c'est ça. Mais les couches de gestion, c'est du sable dans l'engrenage. Ouais. C'est dur sur l'ego recevoir ça, puis j'en ai fait partie toute ma vie. Là. Mais on est du sable dans l'engrenage. Puis on est un paquet d'ego qui puis ça part en haut de la pyramide. Là. On se fait dire qu'est-ce qui s'est passé sur telle affaire. Pourquoi que ça ne fonctionne pas? Mais là, le vice-président se fait poser la question par le président. Fait que là, le vice-président, lui, dit, ben là, il faut que j'explique ça à mon président ou au conseil d'administration. Puis là, il s'en va d'abord, va voir les directeurs, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, les directeurs s'en vont d'abord, vont voir les chefs d'équipe. Puis là, ils demandent qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, finalement, l'information remonte. Et là, ça remonte, mais en plus, c'est que là, il faut qu'ils préparent une présentation. Là, il faut qu'ils prennent le temps de faire une belle présentation. Fait que c'est du meeting par-dessus meeting tout le temps pour finalement faire du reporting puis donner de l'information en haut. Ouais. Ce qui est aberrant. Puis pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de nos clients. Il y a une somme d'énergie déployée dans l'organisation qui n'est pas du tout focusée sur nos clients. On ne s'occupe pas de nos clients pendant ce temps-là. On fait juste faire du reporting. C'est l'énergie qui est investie dans du travail qui n'a aucun impact. Ouais. Aucune valeur, Maurice. Ça a un impact, en fait. Je veux dire, non, mais le travail de faire des présentations pour expliquer à 6 couches, ça n'a pas de valeur. Là. La vie d'un gestionnaire bureaucratique, c'est une longue justification salariale. Puis quand tu t'aperçois que c'est ça qui est ton rôle, c'est là que tu commences à contrôler l'information, que tu commences à essayer de te positionner pour être important, pour être impossible à contourner. Puis c'est là que tu perds l'efficacité organisationnelle. Puis comme on l'a dit dans d'autres épisodes avant, un gestionnaire qui adopte la position inverse plutôt que d'être du sable, mais qui veut en fait être de l'huile dans l'engrenage, il va pouvoir permettre à toutes ces réflexions-là par le bas, à tous ces efforts collectifs-là de bien fonctionner puis d'avoir du succès.
Ouais. Lui, il ne sera pas indispensable à la longue. Là. Ben, c'est ça. Donc, les gestionnaires ne sont pas superflus. C'est juste que malheureusement, la façon dont on les utilise habituellement, on ne lui donne pas la bonne job à faire. Ah oui. En fait, pour les gens qui se posent la question, quand on a fait cette transformation-là, est-ce que les gestionnaires ont perdu leur emploi? Pas du tout. Ils n'ont pas perdu leur emploi. Ils ont perdu, par contre, leur titre. Parce qu'en fait, nous, on a parti du principe, pour moi, l'entreprise libérée, c'est la démocratisation du pouvoir décisionnel. Donc, tout le monde peut décider, sans exception. Puis surtout, pas juste dans sa sphère. Ça, c'est pour moi. Pour d'autres, ça peut être autre chose, là, mais je pense qu'un principe de base de l'entreprise libérée, là, c'est qu'on libère le pouvoir décisionnel. Il y en a qui vont y aller d'une certaine façon. Il y en a qui vont garder une certaine hiérarchie quand même, puis ils vont donner plus d'autonomie aux équipes. C'est bien correct. Mais chez nous, je pense qu'on l'a exploré peut-être peut-être pas à l'extrême, mais je pense qu'on l'a exploré à fond. Là. C'est-à-dire, on a vraiment démocratisé le pouvoir décisionnel. Donc, l'assembleur peut prendre des décisions d'investissement, il peut acheter une machine d'1 million, il peut embaucher, il peut faire des mises à pied. En fait, chaque membre, chaque collaborateur peut prendre toutes ces décisions-là. Embauche, ils ne font pas ça tout seul? Dans le sens, c'est pas une personne qui va décider un matin, j'achète une machine à 1 million, puis je mets la moitié du groupe dehors. Non, exact. Il y a une structure qu'on met en place, puis c'est l'importance, en fait, c'est de structurer ça. On a d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la décision. Il a fallu le 2 février, le lendemain là, du cinéma, là, il a fallu mettre en place un processus décisionnel. Parce que là, tout le monde peut décider, OK, mais on décide comment? Fait que là, on s'est rassemblés, on a fait un meeting, puis moi, j'ai exposé dans le fond les différents modèles qui existaient, que moi, j'avais lus, puis on s'est approprié d'un des modèles qui s'appelle la sollicitation d'avis, puis on se l'est approprié. On a modifié quelques petites choses que nous, on pensait que ça allait faire en sorte que chez nous, ça fonctionnerait mieux. Fait qu'en gros, les gens peuvent prendre des décisions. Puis la façon de le faire, c'est qu'ils doivent solliciter l'avis des gens impactés par la décision et aussi solliciter l'avis des coachs puis les coachs, c'est les gestionnaires. Les anciens gestionnaires, ils n'ont plus de titre, mais il faut qu'ils deviennent des coachs dans l'organisation parce que les gestionnaires, ce qu'ils ont de bon, puis c'est là que je pense qu'on peut convertir le sable en huile, là, c'est qu'ils ont moi, c'est ce que j'appelle les angles morts. Ils ont des angles morts qui sont moins grands que. En fait, plus on monte dans une hiérarchie traditionnelle, plus on a de l'expérience aussi, plus nos angles morts diminuent. C'est-à-dire, on a une meilleure capacité de comprendre les impacts sur le marketing, sur les ventes, sur les opérations, sur les finances. Donc, un président d'entreprise comprend plus peut-être que, je ne sais pas moi, un directeur du service à la clientèle, les impacts d'une décision sur les différentes sphères de l'organisation. Tandis que le directeur du service à la clientèle, elle comprend elle a peut-être une meilleure vision, des impacts qu'une décision peut être prise qu'un assembleur. Fait que je pense que les gestionnaires ont moins d'angles morts. Ils en ont quand même, mais ils en ont moins. Puis c'est de transférer ces angles morts-là. C'est de coacher, de dire, as-tu pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à telle affaire? C'est que tes gestionnaires puis tes anciens exécutifs, si on peut dire ça, disons qu'il y a 2 dimensions aux angles morts. Okay? Quelqu'un qui est sur le plancher va avoir des angles morts qui vont être larges parce que son domaine est assez étroit. Ouais. Plus tu montes dans l'organisation, moins le domaine est étroit. Mais les angles morts vont tomber sur des niveaux de profondeur. C'est-à-dire que le détail du comment le faire, ton président ne devrait pas être au courant de tout ça. Ce n'est pas sa job. C'est exactement ça. Puis la réalité du plancher, les gens qui sont vraiment mes assembleurs, les gars de mécanique, les personnes qui sont à la peinture, eux, ils savent comment faire la job, ils savent comment faire les choses, ils savent que s'il y avait telle machine, ils seraient plus productifs, fait que ça prend cette machine-là. Maintenant, c'est l'une des pierres angulaires de l'entreprise libérée. Là. Il y a un de ceux qui a fait ça en premier. Là, je parlais tantôt de Favi, Jean-François Zobrist, qui disait celui qui fait le ménage devrait acheter le balai. Ben, tout à fait. Et tu sais, Steve Jobs a dit une phrase assez célèbre, là, lui, ce qu'il dit, c'est on embauche les meilleurs, pas pour leur dire quoi faire, mais pour qu'eux, ils nous disent quoi faire. C'est un peu ça le principe.
Et donc c'est ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place à ce moment-là un processus décisionnel. Les gens donc sollicitent l'avis des gens qui sont impactés, sollicitent l'avis des coachs pour se faire éliminer ces angles morts-là. Donc, as-tu pensé à demander l'avis, par exemple, des finances, parce que ça impacte les finances? Est-ce que tu as demandé l'avis du spécialiste en CSST, parce que la machine peut avoir un impact sur est-ce que ça respecte les normes de la CSST? Et là, l'assembleur, ah non, j'ai oublié. Fait qu'il va se faire accompagner dans sa démarche, mais en bout de ligne, c'est lui qui va prendre la décision. Et donc, une fois que la sollicitation d'avis est faite, il analyse les avis, puis il prend sa décision. Une fois qu'il prend sa décision, il informe de la décision. Fait qu'on n'est pas du tout dans le consensus. On n'est pas dans le directif, on n'est pas dans le consensuel, on est dans les gens ont le pouvoir de prendre des décisions, mais il y a un processus à suivre. Puis ce processus-là, c'est simplement de solliciter les avis. Puis une fois qu'ils ont pris leur décision, ils informent de la décision et ils ont la responsabilité d'implanter la décision. Ouais, comme on a déjà dit dans d'autres épisodes, si vous voulez gagner en autonomie, commencer à prendre contrôle de votre processus décisionnel de cette façon-là, à tous les niveaux, le minimum, c'est aller parler à 2 personnes qui vont être impactées par votre décision. Puis si toutes les 3, vous avez à peu près le même avis, vous n'êtes probablement pas si à côté de la traque que ça. S'il y a des experts qui sont là pour vous aider, allez leur parler aussi. Ça va vous donner toute l'information que vous avez besoin pour, au minimum, ce n'est pas vous qui prenez la dernière décision, dépendamment du type d'organisation que vous avez. Au minimum, vous avez un business case direct là. Vous êtes capable de faire valoir votre point. Pour la première fois de l'histoire du podcast de GoPirate, on doit couper une entrevue en 2 parce qu'on ne veut rien enlever, parce que tout est trop important. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la 2e partie de cette entrevue. Bye bye!